Salut les petits abricots d'Alabama, aujourd'hui c'est Captain Morpheus et on va parler de Army of the Dead. Bon ben voilà, c'est le troisième et dernier épisode, et oui les mecs, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein, bon ben voilà, donc on va faire ça en deux parties. Hein, donc la première partie du troisième épisode, ça sera dédié aux dieux nordiques, hein, bien évidemment, à toute la phase asgardienne qui gravite autour de ce film. Et ensuite, on fera une conclusion hein, sur toutes les différents formats qu'on a pu faire pour étudier ce film. Et on fera une conclusion voilà, là-dessus de tout cet arc d'émission. Hein, ok les mecs, allez on est parti. Donc, on y va. C'est parti pour la partie dieu nordique. Bon, ben effectivement, hein, on a vu que dans un premier temps, on a fait la théologie, qu'il y avait beaucoup de biblique. Hein, dans ce film. Ensuite, on a vu qu'il y avait beaucoup de mythologie grecque, hein, n'en déplaise à certains. Voilà, bon, c'est bon, on arrête. Hein, Poutana. Tu sais pas ce que ça veut dire Poutana en grec? Hein? Bah, je pense que déjà dans l'étymologie, tu dois te douter, petit abricot. Enfin bref, voilà donc la mythologie grecque et aussi, force est de constater qu'on y retrouve énormément, non, je reprends ce que je dis. On y retrouve aussi une touche non négligeable de mythologie des dieux nordiques. Tout à fait. Bah, ne serait-ce que le titre, Army of the Dead. Vous savez pas d'où ça vient? Bah alors déjà, il faut comprendre l'histoire. Donc dans l'histoire des dieux d'Asgard, il y a une déesse. Ouais, tout à fait. Et la déesse, elle s'appelle Hela, hein, ou Elle. Certains l'appellent Elle, certains l'appellent Hela. Bon, parce qu'il y en a qui la connaissent. Hein, parce que vous l'avez vu dans Thor Ragnarok. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, vous l'avez vu, voilà, avec la sœur de Thor et de Loki. Bon, déjà, ça, c'est une grosse connerie. Vous voyez comment Marvel, il respecte la mythologie. Non, mais c'est parce que c'est ça aussi. Hein. D'un côté, t'as l'arbre à caca, puis de l'autre côté, t'as des gens sérieux. Hein, bon, après, bon, c'est vous qui acceptez. Hein, aussi, vous avalez tout et n'importe quoi. Après, vous allez raconter des bêtises. Hein, parce que là, je vais vous dire, parce que là, j'aurais pu sortir le truc. Ouais, donc voilà, il y a elle, hein, qui est la fille de Loki. Et tout le monde allait me sauter à la gorge en disant, mais non, elle là, c'est pas la fille de Loki, c'est la sœur de Loki et de Thor. Tu vois, ça, c'est quand t'as pas de culture, petit abricot. Ça, c'est quand tu regardes trop le MCU et tu lis pas assez de bouquins. Hein, ou tu regardes pas assez de reportages sur Arte. Voilà. Hein. Donc, elle, ou Hela, hein, qui est la fille de Loki, hein, et non pas sa sœur. Hein, voilà, ça y est, je vais me calmer. Elle fait partie d'un arc narratif donc des dieux asgardiens, bien évidemment, hein, de l'histoire, de la mythologie des dieux nordiques, qu'on appelle le Ragnarok. Tout à fait, le Ragnarok. Et le Ragnarok, ben, c'est un peu l'équivalent, on pourrait dire, de l'apocalypse biblique. C'est la même chose. Tu vois, Apocalypse, Ragnarok, c'est un peu le même style d'histoire. Hein, c'est la fin des temps, c'est le bordel. Hein, c'est le cauchemar. Ouais, tout à fait. Hein. Donc, effectivement, et la fille de Loki, justement, amène l'armée des morts pendant ce passage. Tout à fait, de Army of the Dead. Ah, tu vois, ça y est, ça commence à rentrer. Je vois que la lumière s'est allumée à tous les étages. Bon, tu saignes du nez par contre, donc va mettre un coton. Donc le truc, c'est ça, hein, c'est que déjà le titre Army of the Dead, l'armée des morts, nous vient de ce passage. Hein. Donc c'est ça, de la fille de Loki. Ce qui est intéressant dans cet arc narratif, c'est qu'il nous ramène, comme je vous l'ai dit, à l'Apocalypse de Saint Jean, qui est biblique. On est à ce moment-là, hein, le Ragnarok ou l'Apocalypse nous raconte un peu la fin des temps, le bordel, hein, le début d'autre chose. D'accord? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très marqué dans le film. Hein, symboliquement, c'est ce qui se passe. Hein, l'arrivée des zombies, bah, ça change un petit peu la face de l'humanité. Ça change un petit peu. On arrive dans un nouveau monde. Hein, d'accord? D'ailleurs, les personnages le disent à un moment donné. C'est une porte vers le nouveau monde, hein, vers une nouvelle époque. Hein. Donc on est vraiment dans cet esprit du Ragnarok et de l'Apocalypse. Donc déjà, hop, on peut mélanger les deux. Ce qui est intéressant, alors il y a une scène, hein, on arrive tout de suite à la scène qui nous amène aussi des indications sur ce Ragnarok. Quand on arrive dans la boutique de coffre-fort, hein, où on va trouver Ludwig Dieter, notre cher ami Ludwig, t'as tout à fait. Et donc Ludwig, il est dans une boutique, il est dans un établissement qui s'appelle The Gwendoline Safes.
Hein, alors Gwendoline, moi ça m'a tapé tout de suite à l'oreille, parce que ouais, mais à un moment donné, moi aussi, tu sais, je fais des liens, c'est mon travail. Gwendoline, ça m'a rappelé un jeu que je jouais sur PlayStation, et justement qui s'appelait Odin's Fair, et qui était autour des légendes nordiques, d'accord. Et il y a un personnage de Gwendoline qui est une Valkyrie, tout à fait. Donc j'ai dit, tiens, est-ce que ça a un rapport? Alors j'ai fait mes recherches et tout, ok, ouais, effectivement, ouais, il y a bien Gwendoline dans le jeu, mais bon, elle n'existe pas vraiment dans la mythologie nordique, tout à fait, elle n'existe pas vraiment. Donc ça m'a ramené à une autre personne aussi qui s'appelait Gwendoline et qui s'appelle Engolin Toton. Non pas Toton comme les Allemands, Toton, hein, T-A-U-T-O-N, Gwendoline Toton. Et je te le donne en mille, qu'est-ce qu'elle a écrit, Gwendoline Toton? Elle a écrit un livre qui s'appelle Twilight of the Gods. Tout à fait, le crépuscule des dieux. C'est comme ça qu'il s'appelle le bouquin. Ah ouais, c'est sur les dieux nordiques. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important là-dedans, c'est que quand on rentre dans la boutique, hein, et qu'on parle à Ludwig, il nous sort le plan, il nous sort un plan magnifique, hein, et il nous dit, oh là là, c'est le Gunther d'Amergund, j'arrive jamais à le prononcer, tu m'as compris, hein, et il nous dit que c'est une partie, hein, de l'œuvre de Richard Wagner, puisque l'auteur du plan s'appelle Hans Wagner, il dit c'est son homonyme, hein, tu comprends. Et donc le Gunther d'Amergund, ça veut dire ni plus ni moins que le crépuscule des dieux. Tout à fait, Twilight of the Gods, crépuscule des dieux. On y est les mecs. Et crépuscule des dieux, Twilight of the Gods, ce n'est ni plus ni moins qu'un autre terme pour expliquer Ragnarok. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu vois, donc la boucle est bouclée. Au niveau des dieux nordiques, on a bien quelque chose qui est de cet ordre-là. Tout à fait. Tu vois, donc tu vois, partout, même dans les noms, partout, il faut avoir l'œil, hein, pour regarder ce genre de choses. Et vous n'êtes pas sans savoir au moment où je vous parle, qu'est-ce qu'il nous prépare, notre cher ami Zack Snyder? Un animé sur Netflix qui s'appelle Twilight of the Gods, de la même manière que le livre de Gwendoline Toton, hein, qui parle des dieux nordiques, hein, qui veut dire aussi Ragnarok, hein, ou Gunther d'Amergund comme le coffre-fort. Hein, donc voilà, donc ça, ouais, hein, il y a plein de choses, hein. C'est comme si Zack Snyder, il nous envoyait des petits, des petits glimpses de ci, de ça, de ce qu'il va faire, des petits messages, sauf que toi tu ne vois pas. Ah oui, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Moi je suis borgne, donc du coup je vois certains trucs. Hein, je ne vois pas tout, mais je vois certaines choses. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein, ce qui nous amène à la deuxième partie de cette vidéo, les mecs. Hein, on va discuter de l'étude, on va discuter de la manière de voir un petit peu comment appréhender un film maintenant. Hein, d'essayer de faire ses devoirs, d'essayer d'amener le niveau de compréhension, le niveau d'étude un peu plus loin. Alors là, c'est partie numéro 2, c'est parti. Hein, on y va. Alors deuxième partie, voilà, voilà, on va faire la conclusion. Hein. Donc si vous ne l'avez pas vu, dans un premier temps, on a fait une étude critique du film. Donc on a fait une critique et on a pris notre petite grille avec notre humble notre humble cerveau. On a fait notre petite critique alors qu'on n'est pas du tout des critiques, hein, mais on l'a faite quand même dans le respect de la dignité de l'ordre critique. N'est-ce pas? Ensuite, dans cette étude aussi, on a fait une petite étude sociologique, neuroergonomique, hein, du cerveau des gens par rapport à cette œuvre, hein, de voir effectivement à quel niveau les gens pouvaient être pris à contre-pied par les choix, qu'ils soient artistiques ou techniques, de Zack Snyder. On est arrivé à la conclusion que, étant donné le matériel qui avait été mis à sa disposition ou qu'il avait demandé, on ne pouvait pas s'attendre à un truc genre blockbuster plus. Hein, donc voilà. On a aussi dans cette étude conclu effectivement que Zack Snyder avait ce petit truc en plus d'encoder ses œuvres avec toute cette comment dirais-je, toute cette mythologie, toute cette théologie, hein, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'était intéressant de regarder ça. Donc moi, ce que je pourrais conclure par rapport à cette première étude qu'on a fait dans un premier temps, c'est que
effectivement, au niveau cérébral, au niveau de la manière dont on a l'habitude d'appréhender les films, il y a un contre-pied évident. Je pense que à ce niveau-là, non, c'est pas je pense, hein, vu que c'est évident, c'est je sais qu'il y a un univers étendu qui est en train de se créer, que ce film finalement n'est qu'un bout de cet univers étendu et que c'est pas forcément le premier bout, hein. Votre cerveau, vous êtes habitué sujet, verbe, complément, et là on a peut-être commencé par le complément, hein. On n'est pas encore dans tout, avec tous les préquels, qu'ils soient animés, qu'ils soient filmés, qui vont jaillir, hein, de cette œuvre. Donc on est pris à contre-pied, hein. C'est pas ce que le cerveau a l'habitude de voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça peut-être si un jour j'ai la chance d'en parler avec Zack Snyder, mais bon, c'est quand même évident. Le gros avantage qu'il y a avec la théologie, la mythologie et toutes ces informations, c'est que ce sont des choses qui sont dans l'inconscient de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de feed forward, il y a une espèce de nourriture, hein, il y a une espèce d'échange entre la mythologie et le cerveau humain qui maintenant fait que on ne peut plus vraiment savoir si quand les gens écrivent, ils le font inconsciemment avec les mécanismes de la mythologie, hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, ou si pour pouvoir écrire, ils sont obligés de se mettre dans les mécanismes de la mythologie pour pouvoir écrire des histoires, ce qui donne l'impression à certains d'entre vous que par exemple Zack en l'occurrence a copié le réalisateur de Alien, a copié un tel, non. C'est que soit par inconscience du mécanisme mythologique, hein, parce que les mythologies sont écrites d'une certaine manière, il y a toujours une espèce de cadre moral, il y a toujours une espèce de cadre de vie, de quelque chose qui nous rattache à l'histoire, mais aussi à l'évolution de l'homme, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique. Hein, tout à fait. Donc on est rattaché à ça inconsciemment, et effectivement, là où vous voyez du plagiat, moi je vois un mécanisme récurrent. C'est-à-dire que effectivement, que ce soit dans l'ordre de la mythologie, de la théologie, ce sont des choses qui sont ancrées dans le cerveau des humains, et on aura toujours un rapport de cause à effet, un échange entre ce qui a déjà été fait avant, hein, c'est le propre de l'art, hein, sans plagiat, ce que vous appelez le plagiat, l'art ne peut pas exister. Quand je dis que Marvel copie effrontément DC Comics, oui, mais d'un certain côté, il perpétue le mécanisme du comics, le mécanisme, encore une fois, des super-héros. Mais comme vous l'avez vu par exemple avec la fille de Loki dans la première partie, des fois, bon, ils le font au détriment de la culture, au détriment de la base, au détriment du matériel de base, d'accord, hein, faire de Loki la fille de Odin et non pas de... faire de elle, pardon, la fille de Odin et non pas de Loki, voilà, c'est une erreur en soi. Mais en tout cas, le mécanisme reste là, hein. Elle est là, apparaît quand même, hein. D'ailleurs, le mot elle est là, hein, ça a donné le mot enfer en anglais. Donc vous voyez, il y a tous ces mécanismes, même dans le langage anglo-saxon, qui nous vient de la mythologie, hein, germanique et nordique. Donc c'est important de bien comprendre ces ponts-là, et on est en droit de se poser du coup une question. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a deux styles de réalisateurs qui se mettent en place, des réalisateurs qui vont faire des one-shots, des réalisateurs qui vont faire des mondes étendus. Est-ce qu'on, philosophiquement, est-ce qu'on est à même de pouvoir les juger de la même manière, de pouvoir juger une œuvre de A à Z comme si elle était terminée, alors que là, on est dans quelque chose qui est en mouvement? Voilà, c'est des questions que je me pose. Est-ce que vous voyez, bon, moi je suis l'autre extrême, hein, c'est-à-dire que j'ai pris le film, je l'ai décortiqué, je l'ai déshabillé, je l'ai rhabillé, j'ai recousu les vêtements, enfin voilà, j'ai pris le temps pour vous et même pour moi de décortiquer. Et vous voyez, moi c'est qu'après avoir fait tout ça que je me fais un avis sur quelque chose, que je me fais une idée, hein, ou même une opinion, hein, voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est savoir, c'est comprendre. C'est pas juste avoir un avis, c'est pas juste avoir une opinion rapide. Bien sûr, il en faut des critiques rapides, à chaud, tout de suite, pour pouvoir donner une tendance. Mais ces critiques à chaud, j'espère de vous le démontrer,
elles ne peuvent pas être considérées comme quelque chose de définitif, comme une sanction, quelque chose de terminé par rapport à une œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit, par respect pour les gens qui travaillent, les réalisateurs, les directeurs photos, les scénaristes, essayer de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire avant de juger. Aujourd'hui, il y en a qui le font très bien, qui 2 minutes après avoir vu le film, vous pondent une première impression, je vais l'appeler comme ça. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font juste pour rentrer dans l'algorithme de YouTube. C'est à vous en tant que consommateur de savoir ce que vous voulez. Vous avez le choix de choisir des personnes qui vont bâcler leur boulot, qui vont juste faire ça de façon mécanique, rapide et voilà, ça peut vous donner une tendance. Et encore une fois, ça ne doit pas terminer votre pensée par rapport à une œuvre. Et d'un autre côté, vous allez avoir des gens qui ont peut-être un petit peu plus de légitimité. Là, je parle pas de moi, je parle des gens comme Meresh, Amir, Microciné, des gens qui font ça depuis des années. Hein. Je prends ces exemples-là parce que c'est ceux que je connais. Calme-toi. Je sais qu'il y a un tel, je sais qu'il y a un tel, hein, machin, je sais pas quoi. Ok, c'est pas de problème. Je ne vise personne. C'est juste pour vous, en tant que public, de ne plus être forcément influencé par un avis arbitraire, rapide et on va le dire un petit peu bien vite quoi, hein, un petit peu précoce. Voilà, et ou des gens qui vont vous amener une certaine expérience, un certain recul, une certaine hauteur. Hein. Bon, moi j'avoue, je vais dans l'extrême. Hein. Ah, bon, ça vous plaît, ça me plaît, donc si on peut s'entendre, c'est bien les gars. Mais c'est juste, voilà, philosophiquement, on doit se poser la question de comment on regarde une œuvre. C'est vrai que j'en ai beaucoup qui m'envoient des emails et qui me disent « Ouais, au début, j'ai pas aimé le film, puis avec tout ce que tu m'as amené, j'ai les re-regardé, et là, je vois le travail, je vois quand même... J'aime pas forcément plus le film, hein, mais en tout cas, je reconnais le travail et je respecte le travail qui est derrière. Ben ça, c'est le plus beau compliment que j'ai pu recevoir par email. Merci les gars. En tout cas, voilà, je suis pas là pour vous faire plus aimer le film ou moins aimer le film, mais je suis quand même là pour vous montrer qu'il y a un boulot, qu'il y a des choses qui sont encodées. Il y a des choses qui ne vous sautent pas aux yeux dans un premier temps, et peut-être que vos avis, vos opinions que vous sortez un petit peu trop rapidement à mon goût, sont le fruit de soit d'un côté ce qu'on appelle le manque de culture générale, ça c'est voilà, il n'y a pas une loi qui dit qu'on oblige d'avoir une culture générale, ou soit c'est parce que vous n'avez pas pris le temps. Hein, il y a des gens qui connaissent la mythologie grecque qui m'ont envoyé des emails en me disant ouais, j'avais vu certains trucs, mais là toi tu m'as amené un truc que j'avais pas vu. Bon ben voilà les gars, si on peut s'entendre, ça va bien se passer. Mais en tout cas voilà, moi c'est ça que je voulais éveiller dans vos esprits avec cette étude de Army of the Dead. Si vous voulez que je refasse la même chose sur d'autres films déjà sortis ou à venir, envoyez-moi les titres en commentaire, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, hein, ça fait bouger la chaîne et c'est intéressant. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, et je pense que je vais conclure comme ça la grande étude Army of the Dead, hein, Monsieur Snyder, mes respects, chapeau bas. Bonne soirée, bonne journée, n'importe quand est-ce que vous écoutez cette émission. En tout cas, c'était Captain Morpheus et on se dit à très bientôt sur Geekology.